Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces rendez-vous de l'histoire qui nous réunissent ici à Blois pour une rencontre qui est doublement historique. Le 27e fois que Blois nourrit à nouveau nos intelligences et nos réflexions, et puis les 80 ans du journal Le Monde. Je présente immédiatement les membres de cette table ronde, de cet échange, de ce partage avec vous. À ma gauche, donc, et face à vous, à votre droite, Jérôme Fenoglio, directeur du Monde. Bonjour à toutes et tous. À ma droite, le président du comité scientifique des rendez-vous de l'histoire de Blois, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Qui sont réunis. Jean-Noël, il y a un micro, si vous le souhaitez, mais... Bonjour. C'était Jean-Noël Jeannet. Ça va, président? C'était Jean-Noël Jeannet. Bon, nous sommes ici pour une affection profonde qui est celle qui nous conduit parfois à tonner contre, à nous opposer contre et face à ce que nous lisons parfois, de ce qui est le journal de référence quand même dans le monde intellectuel et chez les historiens. Je suis sûr que vous avez toutes et tous ici une histoire personnelle avec le journal Le Monde. Et puisque personne ne me le demande, je vais donc dire la mienne rapidement. Je suis abonné dès mon entrée à l'université parce que mes bons maîtres me l'avaient recommandé. Ils m'avaient dit, bon, quitte à ne pas être d'accord, au moins être dans la lecture. Et comme ça, il y a une sorte de kit de l'intellectuel français en formation. Moi, le bac en 1981 et je m'abonne au Monde et ça n'a pas cessé depuis. Mais cet abonnement, la longueur et le fait que nous ayons tous une histoire personnelle montrent bien qu'il y a là, évidemment, un pouvoir fort de ce quotidien et un pouvoir dont, ici, parce qu'on est à Blois, on va s'occuper de rendre l'histoire aussi. En démarrant, et c'est le choix que nous avons fait, en démarrant d'abord par un point de vue qui se place en 1944, puis, dans un second temps, on partira de 2024. Mais d'abord, en 1944, cher Jean-Noël Jeannet, puisque vous êtes le premier que je vais solliciter, mais vous prendrez les paroles aussi évidemment que vous le souhaiterez. La fondation du journal Le Monde est presque devenue un mythe de fondation dans le monde de la presse française et dans le monde intellectuel français, lié à un homme, Hubert Beuve-Méry, sur lequel vous aviez travaillé avec Jacques Julliard, Le Monde de Beuve-Méry, ou Le métier d'Alceste. Et cet homme, Beuve-Méry, a fondé et connu presque comme un Clisthène dans notre démocratie, celui qui aurait refondé les liens entre ce que désormais on appellerait un quatrième pouvoir, la presse, et le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique, parce que dans le pouvoir, on n'oubliera pas la dimension économique de ces pouvoirs-là. Alors justement, cher Jean-Noël, qu'est-ce que 1944 nous dit dans l'histoire longue des médias sur le rapport entre la presse et le pouvoir? Je vous remercie, mon cher Olivier, de me poser cette question parce que dans le cas d'un journal, chose collective, comme dans le cas, me semble-t-il, d'une biographie d'un individu, la naissance et les premières années sont de grande importance, quitte à ce que l'évolution ensuite amène à des différences, à des évolutions, et par conséquent, je ne crois pas malvenu d'évoquer les conditions particulières du journal Le Monde. Comme d'autres journaux français, il est né d'après la Libération, mais avec un décalage qu'il faut probablement expliquer. Il me semble que la spécificité de ce journal se définit à la rencontre de trois éléments particuliers. D'une part, l'héritage, celui du journal Le Temps. D'autre part, la conjoncture de 1944. Et enfin, la personnalité de l'homme que les circonstances et la volonté du général de Gaulle ont placé à la tête de ce journal. L'héritage, c'est le temps. Le temps, c'était la bourgeoisie faite journal, comme avait dit un jour Jean Jaurès. C'est un journal qui était d'un tirage relativement limité, mais qui était une grande influence. André Tardieu, il avait été rédacteur en chef de Clémenceau. Il venait même chaque année vérifier la viande froide, sa biographie, pour vérifier qu'elle était bien mise à jour. Je ne sais pas si on peut toujours le faire. Oui. Vous me direz. Merci beaucoup. Et c'était un représentant officieux, mais connu comme tel du Quai d'Orsay, qui exprimait donc en politique étrangère une voix qui était très attentivement considérée par les chancelleries. Mais d'autre part, c'était, du point de vue de la politique intérieure, un journal très rassis, libéral au sens économique du terme, et qui de surcroît avait attiré l'attention du public lorsque, au début des années 30, il s'était trouvé, pour des raisons dont le détail n'importe pas, à vendre. Et il avait été par conséquent racheté par des puissances d'argent, comme on disait à l'époque,
non pas, comme on l'a dit, le comité des forges, présidé par François de Wendel, que je connais bien pour l'avoir biographié, et donc j'ai regardé cette histoire en réalité par un groupe. Il y avait le comité des houillères, il y avait un certain nombre d'autres gens, de riches personnages qui voulaient éviter que ce journal ne tombât dans les mains d'un aventurier du genre François Coty ou d'autres, et que donc il l'avait racheté et avait assuré par là même en donnant une co-direction. C'était effrayant. Il y avait deux directeurs. J'ose pas penser à ce que vous éprouveriez à être deux. Ce sera un pur cauchemar. Il y avait Chastenay et Miro. Donc, bref, mais je ne rentre pas dans les détails, simplement pour dire que ce journal avait été en fait du côté d'un accommodement prudent à l'égard de l'Allemagne et du nazisme qui montait. Il avait été en particulier munichois. Et par conséquent, il avait été dans cette ligne-là pendant l'occupation, non pas de collaborationnisme frénétique, mais vraiment dans la ligne de Vichy, à telle enseigne qu'il était apparu à Libération qu'il convenait que le temps ne soit pas autorisé à reparaître. Je dirais même que politiquement, pour des raisons spécifiques, on avait fait passer la date à partir de laquelle, quand on ne s'était pas sabordé avant, on ne serait pas maintenu, juste entre le Figaro et le Temps. C'est pour ça que vous pouvez lire, je vois que vous faites certains d'entre vous en nous écoutant, le Figaro tout à l'heure. Donc le Figaro a subsisté, le Temps non. Et le désir est venu chez beaucoup d'élites qu'il y ait un journal qui puisse être un journal qui ait la place du Temps dans l'ordre international et aussi dans l'ordre intérieur. Voilà, ça c'est une première donnée. L'autre donnée, c'est évidemment la conjoncture. C'est que le général de Gaulle, qui était au pouvoir, le gouvernement provisoire, souhaitait qu'il y ait ce journal-là qui remplace. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un journal de ce type-là, et par conséquent, il fallait le faire, mais en mettant des dirigeants qui ne soient pas compromis du point de vue de la collaboration. Et on a eu l'idée de passer de l'ordre de la durée à l'ordre de l'espace. Le Temps est devenu Le Monde, tout en conservant, c'était quand même très affiché, le lettrage gothique, l'apparence, et en donnant au Monde la possibilité d'utiliser rue des Italiens le domaine qui était celui du Temps. Donc il y avait vraiment une continuité très claire du point de vue de la conjoncture et de l'héritage. Mais en même temps, ce n'était pas aux communistes ou aux socialistes que le cabinet de Pierre-Henri Tedjen, qui était lui-même MRP, démocrate chrétien, souhaitait confier le journal, ce qui fait qu'il est allé recruter un certain nombre d'intellectuels, des gens qui n'étaient pas des gens d'argent, pour en faire un petit comité de soutien, un comité qui possédait le Monde. Là, n'était pas l'essentiel, il fallait trouver des dirigeants. On en a choisi 3, précisément, c'est encore pire que ce que je vous disais tout à l'heure, ils étaient 3. On a choisi un gaulliste qui s'appelait Frank Brentano, bibliothécaire, un libéral, un économiste plutôt libéral, mais qui avait été un grand résistant, qui était Courtin, et puis le troisième, qui était très proche du MRP, la démocratie chrétienne, c'était Hubert Beuve-Méry, qui avait été avant la guerre le correspondant à Prague du Temps, et qui avait pu en particulier voir à Prague quels étaient les comportements des correspondants, des journalistes qui venaient, etc., et qui avait été très indigné par le fait que le Temps ait été munichois. Je passe sur les détails de sa guerre. Dans un premier temps, il est de ceux qui a pensé qu'il n'était pas impossible d'être situé du côté d'une partie du mouvement de Vichy, du côté de Uriage, vous savez, cet endroit au-dessus de Grenoble où on avait espéré pouvoir aboutir un peu à une France nouvelle malgré l'allemand présent, et puis ça a passé, il est entré dans la résistance, donc à cet égard, il n'avait pas besoin de montrer patte blanche. Je parle de Beuve-Méry. C'est un personnage qui avait connu une promotion sociale par le chemin du catholicisme, un personnage dont le profil va nous apparaître, j'imagine, un peu en détail, qui était un personnage de culture, très lettré, assez, pas spontanément allant vers les gens, quelque chose d'un peu austère, parfois un peu bougon. Certitude, nous y viendrons peut-être à propos de Gaulle, de sa valeur et de la capacité qu'il avait de non seulement de diriger une équipe, mais de parler assez haut du point de vue de l'intérêt français, et qui, en même temps, avait une obsession très honorable, mais qu'il a beaucoup gouverné, c'était le fait qu'il ne voulait plus que ce journal soit en rien dépendant des forces de l'argent, puisqu'il avait vu ce que ça avait signifié pour le Temps, et qui, par conséquent, pendant toute sa carrière dirigeante du Monde, ça a duré jusqu'après la chute du général, c'est pas un hasard, on en parlera peut-être tout à l'heure, jusqu'à 1969, quand il est parti. Il a toujours été extraordinairement attentif à ne pas laisser l'argent s'approcher du journal. Alors certains y voyaient un peu d'excès, en particulier lorsque les journalistes se sentaient qu'ils n'étaient pas tout à fait assez payés.
Et lorsque, un jour, Bertrand de Poirot-Delpech m'a dit, je suis arrivé avec ma voiture américaine, qui était décapotable, qui était pas mal, je me suis garé devant la rue des Italiens, et Beuve-Méry m'a vu par la fenêtre, et j'ai senti que son regard était d'un blâme absolu. Comment est-ce qu'il a pu, avec ce que je lui donne, pour s'acheter cette voiture? Je passe sur cette anecdote. C'est un homme qui avait farouchement voulu montrer qu'il était indépendant. Il aimait raconter qu'on lui avait proposé un jour son poids en or pour revendre son journal. Et il était... voilà. Et il avait d'autre part, oui, cette volonté d'indépendance. Et en même temps, il avait, en arrivant, un double parrainage. C'était le parrainage du gaullisme et le parrainage des démocrates chrétiens, du MRP. Or, cette rencontre a abouti, au bout d'un certain temps, à un divorce. Lorsqu'on a créé le RPF de Gaulle, lorsque le MRP est devenu un élément de la troisième force, ça a fait de la tension. Et après quelques années, 1951, on a pu constater deux choses. Je m'arrêterai là, puisque la suite est à écrire et à évoquer. En 1951, il y a eu une grande tension dans le journal, parce que Courtin, qui voulait disputer à Beuve-Méry la direction du Monde, puisque c'était un trio, et que le MRP, d'autre part, et surtout les démocrates chrétiens, qui faisaient la guerre en Indochine, en voulaient énormément à Beuve-Méry, l'un des leurs, en principe, pour avoir positionné le journal, alors là, de façon très très ferme, contre la guerre d'Indochine. Il a même été plus ferme encore que contre la guerre d'Algérie, très 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 vigoureusement, et par conséquent, et d'autre part, il avait choisi quelque chose de très important, c'est la politique du non-alignement, comme on disait, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que, contrairement en gros à la démocratie chrétienne, que la France s'alignât derrière les États-Unis d'Amérique. Il voulait vraiment prôner un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il était favorable aux soviets, ça voulait dire qu'il voulait défendre ça, et ça a été très important. Ça a coloré le journal, ce qui a rendu, évidemment, toute la fraction de l'opinion qui avait rêvé de voir le temps ressurgir, et en particulier la démocratie chrétienne, dans un état de mécontentement considérable, avec deux conséquences, et je m'en tiens là. D'une part, une crise en 1951, tellement forte que Beuve-Méry a démissionné, puis est revenu, et finalement, des journalistes du Monde, du Verger et d'autres, de collaborateurs, sont allés chercher en province les soutiens de comités de lecteurs, et ont créé une société des rédacteurs. Beuve-Méry a été à très court terme très content qu'on le sauve de la sorte, et très irrité par l'existence de ces soviets internes qui étaient les chers directeurs. Voilà. Et donc, finalement, ce qui est arrivé, je m'en tiens là, ce qui est arrivé, et qui est intéressant pour la suite, si on parle de Beuve-Méry de Gaulle à propos des pouvoirs, De Gaulle a donné instruction à Frank Brentano, qui avait encore un tiers des droits de vote, à Frank Brentano, son homme, assez passif d'autre part, à l'intérieur du journal, de voter pour Beuve-Méry. Et plus tard, De Gaulle a eu l'occasion de dire, je crois qu'il n'est pas entièrement tort, ce que Beuve-Méry ne me pardonne pas, c'est de lui avoir donné le monde à la Libération et de l'avoir sauvé ensuite. On voit de suite que tout ça est affaire de pouvoir, on sent bien, mais quand même avec un tournant, vous, l'homme spécialiste de l'histoire des médias, je me permets d'exhiber le second livre, Jean-Noël Jeannet, Une histoire des médias, et de me tourner immédiatement vers le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio. Qu'est-ce qui reste de cette culture historique, et est-ce qu'il y a une culture historique propre du journal Le Monde par rapport au pouvoir? On a vu qu'ils étaient aussi bien politiques qu'économiques. On voit toute l'influence gaulliste au départ de laquelle il faut se détacher et en même temps dont on a besoin pour survivre. On voit bien que de votre côté, votre poids en or n'est peut-être pas dans la balance jusqu'à nos jours, mais qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a au fond un ADN de Sirius, pour reprendre le nom de plume qu'Hubert Beuve-Méry pouvait se donner, et cette distance par rapport au pouvoir, est-ce qu'elle provient encore et est-ce qu'elle est à l'intérieur du journal connue pour être une culture historique propre au journal? Vous citez le mot ADN, et je pense que c'est le bon, c'est un peu un cliché de parler d'ADN, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est... Pardon, hein, mais on l'utilise souvent, mais là, dans ce cas-là, c'est particulièrement adapté parce que je pense que les rédactions sont des êtres vivants qui ont d'emblée, et vous avez raison, Jean-Noël, d'avoir insisté tout de suite sur les années de la naissance, la formation, c'est très important. Ça transmet un patrimoine génétique qui est, chez nous, viscéralement lié à l'indépendance.
Une rédaction peut mourir comme tout être vivant. Moi, je pense que la rédaction du Monde, elle vivra de toute manière toujours avec cette identité, ce patrimoine génétique qui est l'indépendance. Et ce patrimoine, il est lié aux deux événements que vous décrivez. Oui, il y a la création du Monde. Oui, il y a évidemment Beuve-Méry et tout ce qu'il a pu représenter comme père fondateur du journal. Mais oui aussi, il y a la crise de 51, c'est-à-dire la mise en place à l'intérieur du journal d'une vie institutionnelle qui fait que le directeur est certes le directeur, il essaye d'être le meilleur possible et le plus inspiré possible, mais il y a une vie institutionnelle qui existe aussi et qui fait que cette indépendance, c'est pas juste quelque chose quelque chose qu'on oppose à l'extérieur, c'est aussi une culture, une façon de fonctionner en interne. On oublie toujours, quand on parle de pouvoir, que le premier pouvoir qu'il faut traiter, c'est le pouvoir qu'on exerce sur nous-mêmes. C'est l'exercice du pouvoir à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je suis aujourd'hui un directeur du journal qui est dans un jeu. On va parler après, évidemment, de tout ce qui nous protège des pouvoirs extérieurs. Mais c'est important de se dire aussi que la première des manifestations de l'indépendance, c'est aussi de respecter l'indépendance de ces journalistes. Ça ne veut pas dire que l'on ne décide de rien, mais ça veut dire qu'on est dans une maison, plus que les autres sans doute, où le fonctionnement éditorial est que les journalistes proposent. La direction n'impose pas, elle décide, elle choisit, elle tranche, et nous savons le faire. J'ai une direction de la rédaction qui sait très bien faire ça, mais il y a une culture d'indépendance dans chacune des cellules qui composent ce corps vivant qui est cette rédaction-là. Et ça, c'est l'héritier de cette histoire-là, avec un fonctionnement institutionnel qui est la Société des rédacteurs, qui à l'époque a été la propriétaire petit à petit du capital. Ça ne s'est pas bien passé économiquement, certes, mais donc en 2010, il a fallu recapitaliser, mais en attendant, ça a développé une manière de fonctionner qui fait que moi, je considère en tant que directeur du journal, j'ai une forme de parlement. Ce parlement, c'est pas tout à fait une démocratie, mais c'est un parlement auprès duquel, de temps en temps, que je consulte, je prends avis, et cette maison continue, ne pourrait pas continuer, n'arriverait pas à fonctionner si le directeur prenait des décisions qui ne sont pas globalement qui ne font pas l'objet de l'assentiment des rédacteurs. C'est de la société des rédacteurs en tout cas. Donc, le changement majeur qui nous est arrivé par rapport à l'époque qui a précédé 2010, c'est celui d'un changement de capital. L'indépendance à l'époque, elle se traduisait parce que, du coup, la société des rédacteurs était la propriétaire du journal. On ne peut pas dire que les journalistes brillent forcément par leur capacité à gérer une entreprise, c'est pas leur fonction première, et donc, à force de décisions, on va dire économiques, un peu hasardeuses, la maison a été en très grande difficulté et le capital a changé. Donc nous avons eu un capital privé qui est entré en 2010 et qui, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, donc s'est traduit par l'arrivée de trois repreneurs privés, Xavier Niel, Pierre Berger, Mathieu Pigasse. Nous aurions pu, à ce moment-là, ne pas nous remettre de ce changement, mais comme la rédaction est un corps vivant, elle a su s'organiser de manière à ce que le capital change, certes, mais à ce que tout le reste, la vie interne dont je vous ai parlé, le respect de chaque cellule de cette maison et de son indépendance, et les protections vers l'extérieur, parce qu'évidemment un corps vivant doit se protéger de l'extérieur, soient en place. La première des protections, donc, c'est de se protéger contre toute tentative d'inflexion sur la ligne éditoriale qui proviendrait du capital. Nous avons toute une série de protections sur lesquelles je ne reviens pas. Elles sont nombreuses, variées. Je suis devant vous un directeur qui est dans son deuxième mandat et donc a fait déjà l'objet de 2 votes d'assentiment sur le fait que je puisse accéder à cette fonction. Et aujourd'hui, on a même rajouté une protection supplémentaire qui est que si jamais au niveau du capital, un actionnaire voulait se débarrasser du directeur que je suis, il devrait y avoir un vote de la rédaction à 60% pour approuver cette décision. Donc je suis, en quelque sorte, d'un côté, il y a l'assentiment de la rédaction, et de l'autre côté, il y a la protection. Protection face au capital, vraiment complète. La plus complète possible, on va dire, et avec aujourd'hui une transformation qui va faire que bientôt le capital va passer dans un fonds de dotation qui fera que nous serons encore plus protégés des aléas
notamment de la vie économique et de ce qui peut se passer à l'extérieur d'une éventuelle OPA. Nous avons dû résister, ça aussi un corps vivant sait le faire, à une entrée non désirée dans notre capitale il y a quelques années d'un milliardaire tchèque que nous ne voulions pas voir là, et nous avons réussi à lui dire non et à ce qu'il reparte. Ok. La protection aussi, évidemment, c'est tout ce qu'on s'est dit. C'est les pouvoirs. Le pouvoir, et vous l'avez bien dit, le pouvoir est économique. Donc là, il y a vraiment une série de délimitations qui sont très claires. Hubert Beuve-Méry, à l'époque, avait accepté que la publicité entre dans le journal Le Monde. Il a même cette phrase qui est beaucoup citée sur la bienfaisante publicité. Et oui, c'est sain d'avoir un petit peu de publicité pour diversifier, avoir un équilibre aujourd'hui de fonctionnement au sein de notre capacité à avoir un modèle économique viable. Donc là, nous avons toute une série de déliminations, de chartes, voilà, qu'il faut respecter et que je suis le garant, dont je suis le garant effectivement pour que ce soit chaque jour strictement respecté. Et puis il y a bien sûr la tentation qui a pu exister à différents moments de la part du politique, le pouvoir politique, et on a bien décrit à quel point au début, voilà, la naissance du monde est liée aussi à une volonté politique, cette tentation de peser sur notre ligne éditoriale. Et là, franchement, je dois vous dire, je voudrais bien aujourd'hui faire un peu le fier et vous dire que je résiste tous les jours à des pressions et que je fais rempart de mon corps, mais en fait, c'est le plus simple. Il ne se passe... Enfin, moi, ça fait 9 ans que je suis directeur et je peux vous dire que la relation avec le pouvoir est la plus saine possible, la plus distante possible, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, une distance. Et en fait, c'est très simple. Les politiques, depuis assez longtemps, depuis les années qui sont les années de fondation, oui, ça a été compliqué, oui, il a fallu poser ça. Aujourd'hui, c'est un acquis. Le plus simple à gérer, c'est les politiques. Je n'ai jamais à résister à quoi que ce soit dans la position où je suis. La distance est totale. La relation est, avec l'actuel président, glaciale. Elle rejoint sans doute celle qui s'est mise en place dans les années entre Beuve-Méry et De Gaulle, dans les années 60. On nous dit, ah oui, les lecteurs souvent nous disent, oui, mais alors avant, quand même, vous étiez moins distant, etc. C'est pas vrai, et vous l'avez dit. Non, la relation avec le général de Gaulle ressemble très fortement, dans la distance absolue, à la relation que nous avons aujourd'hui, par exemple, avec Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République. Voilà, et ça, je pense que cette distance, elle est fondamentale. Et après, il faut un peu récupérer aussi de la génétique qui était celle d'Hubert Beuve-Méry, c'est-à-dire que oui, quand je lis les portraits, celui que vous avez fait, Jean-Noël, les d'autres, je vois bien à quel point aussi cette éthique décrite comme un peu stricte, un peu janséniste, d'Hubert Beuve-Méry, il faut le pratiquer, il faut rester distant. Il ne faut pas passer sa vie dans les dîners en ville, etc. Je m'efforce. Je suis très heureux de pouvoir participer à des événements, de pouvoir parler du monde, etc. Mais il faut une certaine discipline pour résister, pour garder cette culture de la distance. Les journalistes doivent être sur le terrain, les journalistes doivent être en contact. Le directeur, je pense, doit porter cette culture de la distance qui fait qu'on ne se prête en quoi que ce soit à des possibilités éventuelles d'être influencé. Un directeur de journal qui est quelqu'un de particulièrement serein dans la distance parfois glaciale. Mais vous avez dit, et ça intéresse l'historien que je suis et tous ceux qui sont là, vous avez employé le mot chemin faisant de jansénisme. Mais pour clore ce premier temps de notre échange, qu'est-ce qui reste, et est-ce que ça a beaucoup à voir, et la question est pour vous deux, avec ce qui serait un héritage au moment de la libération et juste après, d'une culture politique démocrate chrétienne. Est-ce que ça, il y a quelque chose qui est encore visible, y compris dans la façon dont vous posez la distance avec le pouvoir et dont vous vous proposez comme directeur du journal? Est-ce que ça, cette culture politique démocrate chrétienne, que peut-être on pourrait trouver aussi du côté de Télérama, si on devait chercher les fondations à ce moment-là de notre journal de référence dans le champ intellectuel français, cette fois-ci du côté de la culture, est-ce que ça a du sens? Jusqu'à la fin, Beuve-Méry déjeunait régulièrement au Petit Riche à côté de
la rue des Italiens, avec Ourdin, avec un certain nombre de personnages majeurs du catholicisme médiatique. Mais vous me permettrez de rebondir sur ce que vous dites en disant qu'en fait l'indépendance, comme vous l'avez d'ailleurs marqué, elle se définit de deux façons, à l'égard des puissances d'argent, encore une fois, de l'argent extérieur, le gros argent, comme on disait parfois avant 40, et d'autre part le pouvoir politique. Et il faut probablement distinguer les deux, même si ça rejoint parfois, je lisais dans le bel article de Raphaël Baquet récemment que vous avez publié, le cas d'André Laurence, qui était un bref directeur au début des années 80, et qui, je ne le savais pas, je pense que c'est avéré, a été obligé de partir parce que René Thomas, qui était mari d'une collaboratrice de Mitterrand, qui était directeur de la BNP, je crois, nationalisé, il avait dit que s'il restait, il n'aurait plus droit à je ne sais quel emprunt dont on avait besoin. C'est un exemple, probablement le dernier, mais qui me paraît quand même à cet égard dans la brutalité de la chose. Je crois que c'est avéré puisqu'elle l'a raconté dans vos colonnes, donc c'est vrai. Il ne faut pas idéaliser les choses, effectivement. Il y a eu des moments, je décris le fonctionnement actuel, qui est aussi, le résultat d'une expérience et aussi parfois de l'expérience des combats qui ont eu lieu, voire des erreurs qui ont eu lieu. Vous décrivez là effectivement un moment où une forme de pression du pouvoir a pu avoir effectivement un impact sur la carrière, enfin en l'occurrence le poste de directeur, et Raphaël Baquet l'a très bien raconté dans ses articles qu'on consacre à nos 80 ans. Bon, il faut bien reconnaître aussi que à certains moments, c'est la rédaction elle-même, ces directeurs qui ont pu, à la fin des années 70, au début des années 80, être un peu plus de partie prenante, on va dire, par rapport à l'époque de la proximité, par rapport à François Mitterrand, et donc ça se voyait et ça s'est vu. Et quand François Mitterrand a pris le pouvoir, on le sait très bien, à cette erreur, parce que je considère que le rôle du Monde n'est pas d'être gouvernemental, cette erreur, à un moment, s'est payée cash, parce que du coup, les lecteurs sont partis massivement. Oui. C'est une crise de lectorat comme il n'y en a plus jamais eu au monde, mais là, elle a été massive. Donc, des deux côtés, le pouvoir a essayé, et parfois aussi, parce que oui, cette culture sociale, chrétienne, etc., aujourd'hui qu'on qualifie comme étant de centre-gauche, voilà, on va dire ça, progressiste en quelque sorte, elle a pu parfois conduire à confondre l'engagement, les valeurs du journal, et quelque chose dont il faut se garder. Nous ne pouvons pas être partisans. Or, le journal a pu l'être un petit peu, et parfois aussi, du coup, ça lui est revenu en boomerang. Ces jeux de pouvoir ont fait que ça a interagi avec les rôles de directeur. Et on voit bien que, du coup, c'est pas tellement le fait d'être propriétaire de son journal qui protégeait de ça. C'est arrivé. Je pense que ce qui est majeur, c'est de tirer les leçons de toutes ces histoires-là, et petit à petit, construire une culture de l'indépendance qui s'est complétée de tous ces épisodes. Ça a été une histoire mouvementée, évidemment, comme toute histoire d'être vivant. Je ne songeais à vous critiquer ou à controverser ni sur le but ni sur la pratique. Simplement, comme vous, je pense que c'est une conquête permanente et que les moments, en effet, où ça n'a pas été entièrement respecté méritent d'être évoqués précisément pour comprendre que c'est difficile. Il y a quand même une donnée importante aussi dans la naissance du journal et qui va perdurer, c'est l'effroi qui pouvait saisir les observateurs en général et les gens les plus moraux en particulier quant à la vénalité de la presse avant la guerre. Ce serait un sujet en soi, je ne le développerai pas. Il faut voir aussi contre quoi Beuve-Méry s'est installé à propos de l'argent. C'est une vénalité dont je pourrais développer les arcanes qui était épouvantable, y compris le temps. Le temps avait été enrichi en 1919 parce que, enfin, entre autres, il touchait de l'argent au moment du traité de Versailles, comme les Turcs et les Grecs voulaient tous les deux peser. Ils achetaient des articles favorables dans le temps, l'un comme l'autre, et évidemment, ça se compensait. Bon, on pourrait multiplier les exemples, je ne le fais pas. Mais c'est pour dire que ça n'est pas non plus une évidence à cet égard. Et d'autre part, alors, du point de vue des rapports avec le pouvoir politique, bien sûr, c'est un peu la question. Certains ont parlé d'un hérisson. Vous savez, les deux hérissons qui s'aiment. Ils se rapprochent, il faut être un peu près quand même pour se connaître, et pas trop près parce qu'on se pique. Je ne sais pas si l'image peut être valoir, mais en tout cas, par exemple, parce qu'il y avait la tendance aussi, quelquefois, à Beuve-Méry, par exemple, il ne voyait jamais les politiques, pratiquement. Il a vu le général de Gaulle une seule fois. Il se portait assez loin avec l'idée que finalement, les voir... Et en revanche, en sens inverse, après, il y a eu l'épisode Fauvet, qui a été son successeur, que Beuve-Méry a nommé, qu'il a aussitôt détesté, comme ça arrive quand on est amené à choisir son successeur. Vous en serez protégé dans très longtemps. Et par conséquent, celui-là, en revanche, a été quand même...
très proche de Mitterrand. Plusieurs de ceux qui tenaient la rubrique politique, les Barillon et les autres, et même Mathieu et moi, mais enfin, ils étaient quand même très proches. Et d'ailleurs, il a été significatif qu'après avoir quitté la direction du journal, Fauvet ait été nommé par François Mitterrand comme président de la CNIL, ce qui était tout à fait honorable, mais qui était un signe de quelque chose comme une connivence qui a choqué à l'époque un certain nombre des rédacteurs du Monde. Oui, absolument. Donc là, nous sommes, je pense, aujourd'hui, comme nous en avons conscience, vaccinés contre cette erreur. Je l'espère. Mais en tout cas, tout le monde a en tête au Monde cet épisode et s'est dit que c'était attentatoire à ce qui nous fonde, en fait. C'est utile l'histoire, hein, c'est utile, et puis ça permet de rasséréner sa détermination. Bien sûr. Et c'est une construction constante, il me semble, enfin, par rapport. Parce que le problème est quand même de s'approcher assez pour pouvoir savoir ce qui se passe. Déjeuner avec, voir les gens, etc. C'était une question, et Beuve-Méry était assez d'écart. Il a vu qu'encore une fois, une seule fois, De Gaulle, il y a le fameux entretien où De Gaulle lui dit que oui, je vous lis. Et c'est amusant, le journal. Évidemment, c'était fait pour ne pas beaucoup plaire. Hein. Mais enfin, vous n'êtes pas pendu. Sans moi, vous seriez pendu. Enfin, bref, cette histoire a été 10 fois racontée par Beuve-Méry lui-même, mais elle est symbolique d'un moment de distance, de fascination et de fascination véritable, puisque jusqu'au bout, Sirius, après chaque conférence de presse du général de Gaulle, donnait en première page son avis, signé Sirius. C'est quand même une idée qu'on est très en l'air. Le pseudonyme est quand même intéressant. C'est un jamais, ça regarde de haut. Il donnait son point de vue à hauteur semblable. Et d'ailleurs, il est parti en même temps. Il y avait quelque chose, ce serait un sujet en soi, il faudrait le développer, de particulièrement, je trouve, théâtral dans la relation entre les deux hommes. Je ne mets pas Beuve-Méry au niveau de Gaulle, mais enfin, il avait une personnalité, un tempérament qui était destiné à ne pas trouver facilement avec De Gaulle un contact. De Gaulle lui disait « Oui, vous êtes monsieur Faux-que-ça-rate. Monsieur Faux-que-ça-rate. Vous me rappelez Méphisto, je suis celui qui nie toujours. » Voilà, c'était une idée quand même de leur rapport. Ça, c'est un reproche qu'on nous fait encore beaucoup aujourd'hui. On nous reproche beaucoup d'être du côté, effectivement, de ce qui ne va pas bien et de le pointer, etc. Et les politiques nous redisent beaucoup. Évidemment, c'est aussi quand même si on essaye d'y faire attention, le rôle d'une rédaction. Mais je pense qu'effectivement, à l'époque, il y avait, c'était, on peut dire, deux hérissons qui ne s'aiment pas trop quand même. Hein. On était au-delà. C'était pour vous provoquer, mais... Et moi, j'ai la chance d'être entre deux hérissons qui s'entendent assez bien, plutôt bien aussi. Et être à Blois, vous savez que c'est plutôt le porc-épic qu'on pourrait convoquer dans cette salle du château. Et vous avez compris, on a, dans un premier temps, souhaité partir de ce qu'était l'histoire de la création de la fondation et de ce que ça impliquait jusqu'à nos jours, donc vue de Sirius. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se place vue de Starlink, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un autre monde, hein, y compris par rapport à ce qu'est la valeur de la presse en termes de pouvoir, de fabrique de l'opinion, ou du moins de nourriture de cette opinion. Il y a des concurrences qui sont redoutables, qui sont fortes, dont d'ailleurs vous vous saisissez au passage, c'est-à-dire qu'évidemment le Monde, comme les autres journaux, n'est pas resté une affaire de papier, hein, et s'est développé. Or, les 80 ans sont l'occasion de revenir sur ça, et si on se place vue de Starlink, d'autres pouvoirs, effectivement, sont apparus, qui excèdent le champ national, très largement, ou qui souhaitent s'y investir. Il y a à la fois les vieilles histoires d'hommes politiques ou d'hommes d'influence politique qui se mettent à acheter des pans entiers, hein, du monde éditorial et de celui de la presse, et qui souhaitent investir sur la base de convictions placées aux extrêmes de planètes qui, cette fois-ci, seraient plutôt saturniennes. Ça, on le constate tous les jours. Mais il y a, avec ces 80 ans du Monde, l'occasion de revenir sur le fait que il y a dans le rapport du journal, le vôtre, mais pas seulement, au pouvoir, et au pouvoir avec un S, des cas limites. Des cas limites, et c'était ce sur quoi on avait souhaité s'exprimer devant vous maintenant. Et parmi ces cas limites, il y a eu je trouve un article très nourrissant à propos du rapport du journal Le Monde à la Chine. Or, dans le monde d'aujourd'hui, 2024, évidemment, la question chinoise est devenue et a pris une force, une importance considérable. Et si jusqu'à présent on était un petit peu dans les routes de l'entre-soi, là, avec la Chine, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que cet article était aussi intéressant? Qu'est-ce qu'on fait avec la montée en puissance de ce type de pouvoir? Et le Monde en 2024, que peut-il comme contre-pouvoir? La définition du journalisme au Monde, c'est d'aller voir sur place. C'est même d'y vivre, et nous avons beaucoup de correspondants. C'est ce qui fait peut-être, c'est ce qui fait qu'on est passé du temps
on a un très fort rapport à l'histoire, au monde, c'est-à-dire à la géographie aussi. Nous envoyons des correspondants sur place. Frédéric Lemaître vient d'avoir le prix La Couture, votre correspondant pendant plusieurs années en Chine, ce qui était un hommage. Et c'est vraiment quelque chose que nous défendons. On a aujourd'hui plus de 25 correspondants dans le monde entier. Nous pensons que non seulement, aujourd'hui le numérique permet de savoir ce qui se passe à distance, mais nous pensons qu'il faut vivre sur place pour pouvoir enrichir votre expérience de lecteur d'un point de vue qui n'est pas celui qui est centré sur l'existence ici, et c'est ça le propre du monde. Parfois, ça conduit à commettre des erreurs. Et effectivement, nous avons raconté dans ces pages qui sont consacrées à nos 80 ans l'histoire compliquée que nous avons pu avoir à un moment avec le régime chinois au moment de la révolution culturelle. Nous avons eu un correspondant, un des rares correspondants qui était en poste là-bas à Pékin. Bon, il faut le dire, qui s'est quand même complètement laissé emmener dans ce discours de la révolution culturelle et qui a fait des papiers, quand on les relit aujourd'hui, dont nous ne sommes pas fiers du tout, voire même qui sont assez honteux en réalité. Et là, ça renvoie à un double pouvoir. D'abord le pouvoir local, un correspondant placé dans un pays face à un régime qui essaye de circonvenir les correspondants et qui limite leur liberté peut être emmené dans ce genre de vision des choses faussée. Et donc ce pouvoir-là, il faut savoir y résister. Et je pense que depuis, nous avons mieux appris à positionner nos correspondants par rapport aux pouvoirs locaux. Mais il y a aussi un deuxième pouvoir dont il faut bien parler. Parce que sur un journal comme Le Monde, il peut être très fort. C'est le pouvoir intellectuel. C'est le pouvoir qui s'exerce à Paris de la part d'une certaine intelligentsia qui, à un moment donné de l'histoire, et on le sait bien, a considéré que la révolution culturelle, ouais, ça pouvait être quelque chose de très bien pour l'avenir de l'humanité, etc. Et je pense que dans cette ambiance-là, dans cette double ambiance, la dialectique entre un correspondant qui avait du mal là-bas à aller vraiment voir les choses et qui n'avait pas très envie de le faire, et à Paris, une rédaction qui pouvait aussi, en tout cas pour certains de ses membres, être pris dans une ambiance qui était celle de ces années-là, le travail n'a pas été bien fait. Et donc ça, il faut y faire très attention. Ce sont là aussi des relations au pouvoir où il faut développer évidemment des réflexes d'indépendance très forts. C'est ce que j'appelle moi l'erreur de Phnom Penh, c'est-à-dire aussi ces fameux papiers qui ont été faits par un autre correspondant à l'époque, qui ont marqué une forme de bienveillance avec les Khmers rouges qui sont entrés à Phnom Penh lorsque le pays a été pris par les Khmers. Ça, il faut y faire très attention. Donc vous voyez que cette question du pouvoir, elle est multiple, elle est variée. C'est pas simplement juste le rapport aux politiques ici, ça peut prendre énormément de formes différentes. Pour résister à ça, il faut être plus fort. Nous faisons des consortiums entre grands titres mondiaux qui permettent de décupler du coup notre force d'intervention et qui peuvent nous permettre aussi de résister à ces très forts pouvoirs autoritaires locaux. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, il y a une autre forme de pouvoir aussi qu'il faut quand même citer, qui est celle des grandes plateformes. Aujourd'hui, nous sommes principalement numériques, donc un peu dépendants de notre visibilité sur Google, sur Facebook, sur Apple, etc. Et donc là, il faut rechercher un équilibre entre toutes ces plateformes pour n'être dépendant d'aucune. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant si là encore, on veut être protecteur de l'indépendance vis-à-vis de ces nouveaux pouvoirs. Vous avez cité Starlink tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est en train de se mettre en place du côté d'Elon Musk, si on veut impérativement que notre indépendance se construise en résistance à ces surpuissances qui sont encore bien plus pesantes, parce que très directement notre visibilité en dépend que ces régimes à l'époque. Mais effectivement, peut-être aussi une des formes de réponse ou d'adaptation, contrairement à ce qu'était le journal dans les années 60-70, c'est qu'il y a aussi des pages d'opinion en quelque sorte. Ça a peut-être permis aussi de donner à une forme d'écriture intellectuelle ou dans certains cercles la possibilité d'avoir des tribunes en quelque sorte, qu'évidemment vous éditorialisez au sens où vous les acceptez ou pas. Donc là le journal reste indépendant, mais malgré tout il a des espaces qui n'existaient pas par rapport à ce qu'était l'éditorial de Sirius et qui ensuite était le travail des journalistes uniquement. Là on a la possibilité d'avoir un écho malgré tout du débat dans la société. Oui, Francis Chevrier me rappelait hier soir. Nous sommes partenaires des rencontres de Blois depuis le tout début, je crois, la 2e année, et nous en sommes très heureux. Ça ne nous empêche pas d'avoir publié, je crois, tout de suite au début, une tribune qui est restée fameuse d'historiens qui avait expliqué pourquoi nous n'irons pas à Blois. C'est ce que Francis Chevrier me rappelait hier soir. Et donc voilà, ça, c'était au début. Hein. Maintenant, tout le monde vient à Blois. Non, ils sont venus même d'ailleurs. C'est assez récent, mais c'était dans Libération.
Non, il y en a une autre plus ancienne que ça au tout début. Ah oui, j'étais pas né, je sais pas. Il y a eu une histoire plus récente. Et donc, évidemment, bien entendu, que même si on a, il faut qu'on puisse publier des tribunes qui vont contre, évidemment, tout, alors qui restent dans un champ républicain, bien évidemment. Nous ne publions pas les tribunes, par exemple, encore qui proviennent de l'extrême droite, parce que je pense qu'il faut marquer nos valeurs, évidemment. Et ça, c'est important, c'est un choix éditorial. Mais il faut que cette diversité-là puisse exister, évidemment, à travers les textes qui ne sont pas ceux de nos journalistes. Nous y veillons, et c'est extrêmement important pour justement équilibrer le regard que nous pouvons offrir sur le monde à nos lecteurs. Est-ce que vous avez parfois ressenti l'effort de poids de la publicité? J'ai l'impression que vous êtes assez protégé, mais il y a des journaux qui, depuis toujours, étaient soumis à cette menace. Je pense à ce journal féminin, il y a une trentaine d'années, qui avait fait un grand article sur les 10 raisons de boire l'eau du robinet, et qui avait vu du même coup un certain nombre de grandes marques d'eau minérale lui dire c'est très bien, mais quand même expliquer aussi que nous sommes meilleurs, parce que sinon notre publicité... Je crois que le monde n'est plus menacé véritablement par ça, mais que certains l'ont été, en tout cas avant la guerre et depuis. Moi, je considère que la publicité chez nous est plutôt un bienfait si elle sait rester à sa place. Et sa place, nous avons réussi à la déterminer mieux ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, notre modèle économique, c'est avant tout les lecteurs. Je pense qu'il y a des abonnés dans la salle et je vous en remercie parce que c'est aujourd'hui, grâce à la puissance du lien d'abonnement qui s'est mis en place avec le numérique, qu'aujourd'hui, nous pouvons nous développer. C'est formidable. Mais les lecteurs, parfois, ils veulent aussi exercer un pouvoir. Et on le voit bien en ce moment avec des conflits majeurs, comme par exemple le conflit israélo-palestinien, où nous sommes beaucoup interpellés, l'objet de campagne. Des lecteurs n'ont pas très envie de lire ce que nous écrivons, parce que c'est notre boulot, je vous l'ai dit, nous avons des correspondants, nous racontons les choses d'un point de vue qui est complexe. Et je peux comprendre que parfois ça ne plaise pas. Et dans ces cas-là, quand on nous menace de désabonnement, quand des lectorats se mettent un peu en place comme des groupes qui essayent un peu de faire pression sur nous, eh bien c'est très bien d'avoir à sa place, pas majeure, mais quand même importante, mais pas majeure, la publicité. Parce qu'elle équilibre aussi, dans ce jeu d'équilibre entre tous les pouvoirs, elle est vraiment à sa place. Jamais, depuis des années, je crois, nous n'avons eu à faire attention. Nous avons perdu énormément d'annonceurs. C'est pas grave du tout. On a des grandes marques pétrolières, une très grande marque pétrolière française qui ne met pas de publicité chez nous. Je vois très bien pourquoi. On ne changera pas nos articles tels qu'ils sont. Voilà, il y en a d'autres, je pourrais en citer d'autres, mais beaucoup. C'est pas grave, ça n'est pas majeur pour nous, ça n'est pas vital au sens où un annonceur en remplace un autre et c'est pas très grave. En revanche, c'est bien d'avoir un peu de publicité dans un journal pour la raison que j'ai dite. La publicité comme indépendance par rapport au lectorat, voilà quelque chose qui, dans notre rencontre, pourra rester, parce que ça n'est pas dit tous les jours, ça n'est pas forcément pensé tous les jours, mais on retient bien l'idée que ce qui fait l'indépendance, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est majeur, c'est vraiment la notion majeure. L'équilibre. On avait critiqué parfois certains suppléments de pays étrangers, mais c'est dépassé. Oui, on n'en fait plus. J'ai bien noté. C'est l'occasion que je vous offrais de le dire. Eh bien, merci. Merci Jean-Noël. Nous n'en faisons plus. On en a fait sur la Chine. Encore, on en a fait récemment. Bon, c'était pas des suppléments qui chantaient les louanges de la révolution culturelle. C'était sur la culture, etc. Mais on ne le fait plus, oui, bien sûr. Le changement peut-être par rapport aux années Beuve de Gaulle, pour le dire comme ça. Est-ce que ce serait que cette question de l'indépendance, elle est peut-être plus délicate à traiter par ses échos dans l'opinion et les retours que vous en avez à propos des questions internationales qu'à propos des questions intérieures? Oui, en ce moment, oui. Très clairement, oui. C'est parce que on a eu une phase quand même évidemment, depuis le mois de juin particulièrement intense, de vie politique intérieure, et ça a été moins compliqué à traiter que le conflit proche-oriental ou bien les relations avec la Chine. Sur la politique intérieure, je vous l'ai dit, nos rapports sont distants, glaciaux en ce qui nous concerne. Oui, absolument. Et je pense que c'est très bien comme ça. Et voilà. Et du coup, le boulot de mes journalistes est simple. Eux doivent essayer d'aller au contact, bien sûr. Et moi, je dois marquer une forme de distance. Et je n'ai pas de problème majeur sur la politique, comme je vous l'ai dit. En revanche, sur la politique internationale, sur la géopolitique, oui, c'est souvent compliqué. D'abord, il y a les pays dont nous faisons... dont nous sommes virés, en fait, l'Algérie, depuis longtemps, aujourd'hui les pays du Sahel, où on voit bien que du coup, comme c'est le monde, c'est une vision de la France, et on n'arrive plus à mettre des correspondants ni quoi que ce soit. La Chine, c'est devenu très compliqué, on a beaucoup galéré pour obtenir un visa aux correspondants qui se trouvent sur place. Nous essayons de maintenir tant bien que mal un correspondant à Moscou, parce que je pense même que
le rôle du Monde, c'est aussi d'aller dire comment ça se passe du côté de l'ennemi, parce qu'au fond, voilà, aujourd'hui sur la Russie de Poutine, je pense qu'on peut prononcer ce mot. C'est notre rôle aussi dans cette vision complexe et approfondie des choses. Et donc nous avons, oui, beaucoup de difficultés. Et puis il y a le conflit israélo-palestinien, évidemment, qui est un conflit sur lequel je pense qu'il y a 3 rédactions au monde qui sont interpellées en permanence depuis des années. Il y a la BBC, il y a le New York Times et il y a Le Monde dans la sphère francophone, sur laquelle chaque camp nous reproche d'être dans le camp d'en face. Et la situation depuis le 7 octobre est devenue tellement une lutte existentielle et vitale pour chacun des 2 camps que notre couverture, qui se veut complexe, approfondie, fait l'objet de campagnes d'une virulence que j'ai rarement vue. Et ça, c'est accentué par un phénomène récent et qui est un risque pour notre indépendance, pour notre travail. C'est le journalisme lui-même qui est attaqué. C'est pas seulement les réseaux sociaux, parce que maintenant, on est passé dans une nouvelle phase. On est passé dans des formes de réseaux asociaux, qui sont les messageries, WhatsApp, Telegram, etc. Ou alors là, on n'est même plus dans des bulles. Les citoyens ne sont même plus enfermés dans des bulles. Ils sont dans des forteresses où ils n'ont plus envie de discuter que des choses sur lesquelles ils sont totalement d'accord. Et cette curiosité est en train, petit à petit, d'être mal en point. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Nous avons aujourd'hui des lecteurs ou des non-lecteurs. Quelques lecteurs, c'est les non-lecteurs qui nous fassent des procès d'intention, c'est moins gênant, mais des lecteurs dont on sent bien qu'ils n'aimeraient lire dans Le Monde que les choses qui confortent leur opinion. Et ça, c'est assez nouveau et c'est extrêmement... je pense, dangereux et inquiétant. Donc c'est cette forme de pouvoir-là, en tout cas, sur lequel aujourd'hui je suis le plus inquiet. Ouais. Et ça porte plutôt sur les conflits internationaux. Et ça revient un petit peu à ce que nous avions dit au départ. Nous allons vous laisser la parole à vos questions, en tout cas, tout de suite. C'est au fond, quand on fait ces 80 ans du Monde, ce qu'on va changer aussi, c'est l'idée même de ce qu'est un journal de référence. Auparavant, et c'est ce que mes maîtres m'avaient dit, on peut ne pas être d'accord avec, mais abonnez-vous, lisez-le, parce que vous allez forger aussi votre opinion, y compris contre. Et désormais, on serait dans l'idée que la référence, au fond, ce serait l'idée que je partage déjà avec moi-même, etc. Ça, c'est un changement fort. Et je me tourne vers notre historien des âges glaciaires, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de réchauffement et de glaciation. Je suis sensible à cet hommage. Mais c'est un hommage tellement mérité je me permets de vous demander donc ce qu'il a dit. Prie, mon enfant. Sur les 80 ans qui se sont écoulés, est-ce qu'au fond là, pour le coup, en retournant la première question à la fin, on est vraiment dans une ère nouvelle et où l'idée même d'un endroit qui soit un journal, un titre de presse, de référence, dans lequel on a envie de publier, de lire, et pour se forger une opinion différente, c'est quelque chose qui disparaît, ou bien est-ce qu'on est dans un cycle qu'on a déjà connu? Je crois qu'on est dans la ligne de quelque chose d'important que nous n'avons pas encore vraiment évoqué. Parmi les pouvoirs, il y a les pouvoirs de l'argent et les pouvoirs du pouvoir politique, et aussi le pouvoir des concurrents. Il me semble que le thème de la concurrence est très important. Quelquefois, ça peut amener à des excès. La concurrence entre Beuve-Méry et Brisson, directeur du Figaro, était très amusante. Ils s'étaient affrontés dans des éditoriaux qui étaient restés célèbres. Brisson avait titré à propos du Monde, et la guerre d'Indochine, notamment, qu'ils étaient émasculés. C'était pas très gentil. Sirius avait répondu en avoir ou pas, c'était le titre etc. Donc c'est pour dire que quand même c'était assez vigoureux chez des hommes marqués par leur temps. C'est anecdotique, mais ce que je veux dire simplement, c'est que lorsque l'on a un règne de journal de référence, ça peut être aussi parfois un peu dangereux, parce que les autres, du coup, s'en irritent. Il me semble que la concurrence des uns et des autres est importante. Cette concurrence a toujours compté, et que maintenant, elle est de nature différente, puisque au lieu d'avoir 2 ou 3 émetteurs de nouvelles et de commentaires bien identifiés, on a une myriade d'émetteurs, de petits médias minuscules, qui viennent comme vous assiéger comme les Lilliputiens. Il y a un côté vraiment, me semble-t-il, mais c'est vous le praticien et l'homme sur le terrain, il me semble que ça a beaucoup changé et que cela forcément doit peser sur vous pour affirmer votre différence, pour affirmer précisément que, d'abord, que vous parlez à tout le monde, comme vous venez de le dire, ça me paraît très important. Avec la tentation que les réseaux sociaux peuvent comporter, je ne peux que vous rejoindre à cet égard, pour que chacun écoute ce qu'il a envie d'entendre. Et encore une fois, c'est le proverbe indien d'autrefois, dites-moi ce qui me fait plaisir et je vous croirai.
C'est un proverbe qui peut s'appliquer à beaucoup de réseaux sociaux. Et votre rôle n'est pas de nous faire plaisir. D'ailleurs, vous y parvenez assez bien. Régulièrement. La concurrence avec Le Figaro, par exemple, effectivement, est ancienne, et vous avez raison de le souligner, est plutôt stimulante. Elle continue aujourd'hui, très bien, tant mieux, on est chacun dans nos positions. Nous, on essaye de parler à tout le monde. Moi, je pense que c'est plus compliqué. Mais en attendant, bon, justement, on se stimule, et là, ça va, et ça reste dans quelque chose qui est, je pense, de tout à fait simple, parce que par ailleurs, quand on défend l'indépendance d'une rédaction, on ne va pas critiquer le fait qu'il y ait des rédactions diverses et variées. On est évidemment pour un paysage pluriel. Le problème récent, et vous avez raison de le souligner, c'est qu'il est arrivé d'autres choses. Et moi, je pense que c'est surtout du côté des nouvelles formes de télévision, la télévision en continu, qui font basculer ce qui se présente comme encore du journalisme et qui en réalité n'en est plus, vers des formes fallacieuses de présentation de la réalité, des fallacieuses, voilà, qui truquent la réalité, et que du coup les critiques auxquelles on est exposé aujourd'hui, particulièrement nous le monde, ce sont des campagnes, ce sont des choses qui sont fausses et puis délibérément qui nous dénigrent en quelque sorte. Donc c'est plus du tout Brisson contre Beuve, on se fait dénigrer avec assez peu de prise là-dessus parce qu'on est face, comme beaucoup aujourd'hui de personnes, et c'est notre vocation au monde, qui défendent la raison, comme beaucoup de ces personnes qui défendent ces combats-là, ben on est face à du faux, on est face à des entreprises de propagande, et parfois on nous reproche même nous-mêmes de ne pas nous comporter comme des propagandistes, et on retient contre nous cette complexité que nous défendons. Ouais. Ça, c'est nouveau. Il y avait pendant longtemps une rubrique qui a disparu qui était la revue de presse, que personnellement, comme lecteur, j'appréciais assez. C'est-à-dire que Le Monde disait voilà ce que les autres pensent. Et maintenant, je crois que ça n'existe plus. Enfin, on n'a pas. Il y avait presque souvent une demi-page. C'était assez intéressant, mais peut-être n'est-ce plus. Et alors, il y a l'autre rubrique qui, elle, est apparue chez vos confrères et chez vous, c'est la rubrique de désintoxication. C'est-à-dire, voilà ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. Avec l'extrême danger qu'on connaît bien dans le cas des rumeurs, quand on les a étudiées, c'est que si on explique que quelque chose n'est pas vrai, on met en lumière le fait que quelqu'un l'a dit, que peut-être après tout c'est vrai parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, je sais bien, c'est un risque, mais il faut l'assumer et il faut continuer à faire ce boulot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je défends. J'ai jamais été très à l'aise avec le terme de référence, même si je sais qu'il nous est accolé. Moi, j'essaie plutôt de faire en sorte que nous soyons un point de repère dans tous les endroits où nous sommes sur le numérique, que nous constituions un point de repère. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on sait au moins où le monde se situe et on sait quel type de valeur défend le journal. C'est votre moment maintenant. Ça y est, nos deux intervenants, évidemment, nous ont nourris. Moi, j'ai, à titre personnel, appris beaucoup de choses. Qui souhaite questionner? Alors, je ne sais pas s'il y a... Oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y aurait un micro qui puisse circuler? Peut-être parce que la salle est large, profonde surtout, et que peut-être tout le monde ne pourrait entendre... Voilà. Donc, un monsieur qui était à gauche, voilà, et puis madame en jaune, après. Je suis désolé de dire ça. Merci. Merci de nous avoir permis de vous écouter. Vous avez parlé de 25 correspondants dans le monde, et vous avez parlé des pressions dont peut être l'objet un journal. Est-ce que certains de ces correspondants peuvent être l'objet de pressions intellectuelles ou physiques dans le pays où ils sont censés travailler pour le journal Le Monde? Mais la nouvelle forme de pression, c'est très simple, c'est sur le visa. En réalité, aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à obtenir. Il faut des visas de journalistes qui permettent de rester dans des durées qui ne sont pas du tout les durées de visas touristiques. Et nous avons un certain nombre de pays qui utilisent ça pour nous dire on n'est pas content de ce que vous écrivez. Et on leur dit ben ouais, mais on va continuer à écrire ça. Et qui nous disent bah oui, mais si vous continuez à écrire ça, vous n'allez plus rester. Et c'est notamment le cas à Pékin. Bon, on arrive quand même à écrire tout ce qu'on veut. Hein. Si vous nous lisez, vous savez que sur les Ouïghours, notamment, et sur les multiples travers totalitaires de ce qu'est la Chine aujourd'hui, on est intransigeant. Il se peut qu'un jour, on finisse par se faire éjecter, puisque c'est la nouvelle tendance aujourd'hui d'un certain nombre de pays. C'est surtout ça le problème, en fait. C'est donc de pouvoir continuer à y être. Mais on ne paiera jamais le fait d'être sur place par le fait d'avoir une plume qui devient complaisante, etc. Si on voit que les conditions d'exercice du travail indépendant ne sont plus réunies, alors on partira. Pardon, juste un mot, c'était une grande tradition que la presse s'interroge sur ce qu'on appelait aux États-Unis les embedded. Déjà en 1914, Albert Londres avait échappé aux militaires qui voulaient le conduire au bon endroit pour aller voir la cathédrale de Reims et pouvoir faire le
le premier grand reportage sur ce drame. Donc je pense que c'est après tout les journalistes qui ont accepté d'aller avec les Israéliens visiter les tunnels ont eu à se poser cette question, de savoir s'ils étaient embedded ou pas. Je pense que c'est une des questions déontologiques que vous avez à vous poser. Madame ? Bonjour. Je voulais savoir comment on arrivait à trouver un équilibre entre le journalisme de scoop, d'instantanéité, où les sources ne sont pas toujours bien vérifiées, et un journalisme d'investigation, de réflexion et de un peu recul sur les événements. Comment est-ce qu'on arrive à garder quand même un lectorat qui aime l'actualité traitée instantanément et un lectorat qui aime un peu un pouvoir de réflexion et de... Mais en fait, l'une protège l'autre. D'abord, il faut avoir des rédactions qui peuvent faire ces différents types de journalisme. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une rédaction qui a 550 journalistes. Il n'y a jamais eu autant de journalistes au monde. On parle d'une époque où ça a commencé à 40, à 40, et à faire une feuille, parce qu'à l'époque, il y avait les pénuries de papier en plus, à faire juste une feuille recto-verso au tout début. Aujourd'hui, on est 550, on a largement recruté depuis 2010. Et donc ça permet de tenir les différentes temporalités du journalisme. L'une ne s'oppose pas à l'autre, au contraire, l'une protège l'autre. C'est parce que nous avons aujourd'hui des journalistes qui ne sont pas capables de réagir en temps réel, de savoir dire à la différence de ce que vous lisez, de ce que vous entendez sur les télés en continu. Nous ne savons pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et il faut savoir le dire dans le journalisme moderne. C'est ce qui permet donc d'être en première ligne sur l'actualité, de pouvoir protéger le temps de ceux qui passent des semaines, des mois, voire des années, à chercher des informations que nous révélerons. Et donc, du coup, c'est cet équilibre-là, à l'intérieur des fonctions de la rédaction, qui est aujourd'hui protecteur de toutes ces formes-là. Mais j'insiste sur un point, le journalisme immédiat est un journalisme vérifié, est un journalisme... D'abord, nous reposons sur une très grande agence française qui s'appelle l'AFP, qui fait très bien son travail, et ensuite, nous avons beaucoup de techniques nous-mêmes pour pouvoir vérifier rapidement les choses, et surtout pour ne pas publier des choses dont nous douterions. C'est ça le premier réflexe qu'on va avoir sur l'information immédiate. Merci. Juste un mot. Oui, pardon. Il m'arrive, dans cette ligne, parfois, de m'interroger sur les moments où le plus souvent, où vous titrez sur 4-5 colonnes sur l'actualité, et ceux où tout à coup surgit une réflexion qui pourrait paraître 2 jours avant ou 2 jours après, du genre tous les golfeurs français commencent à trouver qu'il pleut trop. Ou, enfin, non, je force le trait, vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose, on dit, tiens, pourquoi ils nous le disent aujourd'hui et pas demain? Et ça me met toujours un tout petit peu, pas mal à l'aise, ça me frustre, parce que j'ai envie plutôt, même s'il n'y a pas une actualité extrêmement forte, qu'on me dise ce qui est vraiment actuel, vous voyez? Vous parlez du fait que dans nos alertes, notamment, nous pouvons parfois, quand à certains moments il se passe moins de choses d'actualité brûlante, envoyer un papier qu'on trouve intéressant, et qu'on a envie de porter à la connaissance de nos lecteurs en utilisant ce canal-là. C'est vrai, c'est un reproche qui nous est fait fréquemment. On essaie d'être raisonnable là-dessus. Ça montre que non seulement nous avons l'immédiateté, non seulement nous avons les scoops, mais nous avons aujourd'hui développé des formats plus magazines, parce que moi ce que je défends, c'est un journalisme généraliste qui a une multitude de formats, une multitude de points de vue, une multitude d'interventions sur une réalité qu'on doit pouvoir décrire le plus largement possible, et donc pouvoir avoir aussi ce type de journalisme-là, que des fois on glisse un peu dans notre circuit d'alerte quand l'actualité nous le permet, ce qui permet aussi parfois d'envoyer un message qui n'est pas toujours anxiogène, parce qu'il faut bien reconnaître que si c'est des alertes d'actu, on déprime un peu les gens. Vous voyez bien le monde qui nous entoure, et c'est bien de pouvoir aussi de temps en temps, sans faire diversion, parler aussi de nos vies quotidiennes. Équilibre toujours, puisque la chance des rendez-vous de l'histoire, c'est d'avoir une profusion d'offres et d'envie. Il nous reste une dernière question à prendre, qui est déjà attribuée, j'en suis désolé pour celles et ceux qui souhaitaient. On vous écoute, madame. Oui, bonjour, et merci d'être là. En fait, ça ne correspond pas à ma question, précisément, Le Monde. Pardon, mais je crois que le nom de Mitterrand est sorti à quelques reprises cette année dans les conférences que j'ai écoutées. Et puis, m'a questionné, parce que je crois que vous êtes des personnes bien placées pour savoir, est-ce qu'il y a une biographie de Mitterrand écrite qui ne soit pas lui caressée dans le sens du poil et qui soit un peu écrite sur des archives que dernièrement n'ont pu s'ouvrir, les noms d'une personne qui aurait écrit... Alors là, je laisse répondre l'historien. Je dois avouer que je n'ai pas entendu la question, car la sonorité n'était pas... Mais on va me la résumer. Quelle serait une biographie de François Mitterrand qui ne serait pas hagiographique?
Je peux vous proposer beaucoup d'historiens, parce que c'est l'intrinsèque de leur métier, de s'efforcer de faire une biographie sans qu'elle soit géographique. Alors, ça pose la question qu'on connaît bien, jusqu'où faut-il avoir une sympathie pour pouvoir comprendre. Mais je pense que c'est vraiment le b.a.-ba du métier de prendre cette distance. Alors, je sais bien qu'on a reproché il y a longtemps un très bon historien qui avait fait tout à coup la biographie de Laval, et qui tout à coup était devenu avec une certaine sympathie. À ce moment-là, le mieux c'était de se réciter le poème de Victor Hugo aux historiens, qui disait « Ne me racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire, car l'explication finit par ressembler à l'indulgence affreuse et cela fait trembler. » Mais vous n'avez pas une référence alors? On remercie nos intervenants très chaleureusement. Merci à toutes et tous. Et on se dit à demain, puisque le monde a la chance d'être daté du lendemain, ce qui est quand même un avance sur le temps. Merci beaucoup, au revoir.